nous allons donc commencer ce symposium. Voilà, s'il vous plaît. Donc le symposium cette année a comme thématique l'élimination de l'hépatite C à portée de main. Donc je remercie l'ensemble de l'équipe Gilead pour l'organisation de ce symposium qui comprendra donc 2 parties, 4 courtes présentations de chacune de nos équipes, donc Perpignan, Strasbourg, Bayonne et Marseille. Alors, pour les tenants de la parité, je suis désolé qu'il n'y ait que des hommes sur l'estrade. Nous avions invité des femmes qui se sont récusées, donc je ne les dénoncerai pas. Nous avions essayé d'avoir la parité, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Voilà, donc ça c'est pour les préliminaires. Donc, voilà, donc dans quel contexte nous situons-nous en 2020 et notamment donc les expériences du programme qui s'appelle Convergence, qui a été mis en place par Gilead en 2017 et qui constitue à des immersions de petits groupes. Il ne s'agit pas d'avoir des bus entiers de personnes qui viennent, mais dans chacune de nos structures, on a accueilli des gens venant de toute la France à tour de rôle, des petits groupes d'une vingtaine de personnes, souvent divisés en plus petits groupes, afin de profiter de notre expérience sous forme d'immersion à l'intérieur de nos structures partenaires. Donc, tout ça s'inscrit dans le parcours de soins simplifié recommandé par l'Association française de l'étude du foie en 2018 et l'HAS en 2019, qui concerne la plus grande partie des patients hépatite C, en l'absence de comorbidité, en l'absence de traitement antérieur de l'hépatite C et de cirrhose ou de cirrhose. Tout médecin peut prescrire le traitement antiviral C avec un bilan et un suivi, comme le nom l'indique, simplifié. Donc, si on peut résumer en fait l'hépatite C en une slide, voilà, ça serait celle-là, simple, une ALD6 pour les patients, des traitements pangénotypiques en une seule prise, très bien toléré, courte durée, très efficace, vous voyez. On vous rappelle, vous avez le site des interactions médicamenteuses pour vous aider à prescrire. Comme l'a dit André Jean, tout médecin peut, depuis le 20 mai 2019, prescrire un traitement contre l'hépatite C. Et puis, pour les traitements et les cas complexes, toujours les hépatogastroentérologues, les internistes et les infectiologues, dispensés pharmacie hospitalière ou de ville, donc très accessible. Pensez que les programmes d'éducation thérapeutique du patient peuvent être importants pour les populations vulnérables. Et puis, les RCP que l'on a tous vu passer les dernières années, restent quand même des outils assez intéressants pour accompagner la primo-prescription des médecins qui ne sont pas habitués justement à ces thérapies. Donc ça peut être un outil, ce n'est pas une obligation, mais ça peut être un outil complémentaire. Donc on voulait vous faire un petit point vite fait sur les quelques nouveautés 2021, parce qu'il y en a eu quand même quelques-unes, et surtout l'arrêté du 16 juin 2021 sur la pratique des TROD, donc hépatite B, hépatite C et VIH. Donc l'hépatite B a été rajoutée. Maintenant, donc au-delà des Hexapac, ARUD, ACT, LHSS, LAM, CPEF et UICCF, voilà, et les associations, tout le monde maintenant peut mettre en œuvre enfin la recommandation du dépistage simultané des 3 virus, qui est une recommandation de 2009 en fait. Et voilà, en 2021, on y arrive, c'est possible. Donc maintenant, il faut se former vos équipes aux TROD hépatite B pour que ça puisse être fait de manière adéquate et qu'on soit tous d'équerre pour aller sur l'éradication de l'hépatite C et potentiellement l'élimination de l'hépatite B. Également, André Jean, si tu veux parler de l'AMM. Oui, donc la France bénéficie d'une AMM d'accès précoce pour le premier traitement spécifique de l'hépatite delta, l'Epcludex pour ne pas le nommer. Et donc, ce qu'il faut se rappeler, même si c'est dans les recommandations de bonnes pratiques, etc., depuis des décennies, quand on diagnostique une hépatite B, toujours penser à faire un diagnostic de l'hépatite delta en primo-diagnostic, mais également tout au long du suivi d'un patient ayant une hépatite B, particulièrement lorsqu'il y a une réactivation, une augmentation des transaminases ou une décompression de la maladie hépatique, alors que la charge virale B reste négative.
Voilà, donc pensez bien à faire le dépistage de l'hépatite delta dès que vous faites le dépistage de l'hépatite B. C'est important que ce soit un réflexe maintenant de demander et de communiquer sur le dépistage de l'hépatite delta, puisqu'on a un traitement notamment pour pouvoir soigner cette maladie. Dernier point qui nous semblait important, qui est le décret du 9 septembre 2021 sur les équipes mobiles médico-sociales intervenant auprès des personnes confrontées à des difficultés spécifiques. Ça c'est bien et ça va faire sens avec toutes les présentations finalement que l'on a prévu de vous faire en quelques minutes. Donc voilà, on va pouvoir enchaîner sur ces présentations qui sont issues de Convergence. Voilà, donc ça c'est le programme. Juste pour rajouter sur le décret des équipes médico-sociales, donc le décret est paru en septembre, dedans il n'y a pas une ligne sur le financement ni qui peut candidater, et j'ai eu l'information hier via mon ARS, il y aura des appels à projets en 2022. Donc scrutez les appels d'offres de l'ARS ou le journal officiel et vous verrez si vous pouvez ou non candidater à ces équipes mobiles. Donc là, le programme Convergence, qui a donc concerné 4 villes. Voilà, donc on associe aussi nos copains de Charleville-Mézières qui ne sont pas avec nous sur scène aujourd'hui, mais qui ont aussi développé un programme Convergence, donc Bayonne avec Jean-Pierre, André-Jean-Rémy avec Perpignan et nous à Strasbourg. Donc on va vous présenter vite fait en 2-3 slides de chacun, notamment ce que l'on a fait en termes de convergence, et on a voulu mettre en lumière un peu une structure associative qui a participé à ces convergences et qui a pu en tirer un peu profit, et c'est là qu'intervient du coup Joachim Lévy pour vous dire ce qu'il a pu en tirer de tout ça et ce qu'il a pu mettre en œuvre. Effectivement, j'ai commencé le symposium en disant qu'il y avait 2 parties, j'en ai donné qu'une. Donc c'est courte présentation et ensuite table ronde ouverte à la discussion. Donc les deux autres intervenants que nous c'est donc Jean-Pierre Loudette, que évidemment tout le monde connaît ici, et Joachim Lévy pour l'association Nouvelle Aube à Marseille. Donc on a une répartition par contre territoriale large. Et donc je crois que c'est à moi maintenant. Non, c'est à toi d'abord. Juste, voilà, vas-y. Voilà, donc attends, je vais mettre là. Non, c'est bon, je passe le micro. Je vais passer le micro. Hop, là, nickel. Donc en quelques slides, vous représentez notre organisation au CELVA, donc CELVA, Service Expert de lutte contre les hépatites virales en Alsace, donc mes liens d'intérêt. Donc notre organisation territoriale pourrait être résumée en une slide finalement, avec cette slide-là. Donc notre centre expert qui reprend l'ensemble des missions de la mission des ministérielles, voilà, toute formation, veille sanitaire, prévention, soins, mobilité, formation, recherche, donc tout ce qui intégrant un service expert de lutte contre les hépatites virales, avec une équipe pluridisciplinaire, transdisciplinaire même je dirais, avec médecins généralistes, médecins spécialistes, infirmiers, assistants sociaux, diététicienne, voilà, et tout ça en lien avec la médecine de ville, la médecine générale, les spécialistes, une équipe mobile qui va se déplacer au plus proche des populations vulnérables. Donc vous voyez, je vous disais que ça faisait sens avec l'arrêté qui venait de sortir. Donc ça, c'est une équipe mobile que je vais vous présenter vite fait après, qu'on a mis en place en 2019. Et on a essayé de mettre en place des parcours dédiés, dedans, dehors, avec les différents partenaires avec qui on travaille. Donc soit par des fiches de liaison qui permettent d'améliorer et de simplifier le parcours de soins de ces patients qui sont dépistés dans ces structures, ou par des conventions entre le centre expert, l'hôpital, les associations, aide, SOS Hépatite, Médecins du Monde notamment, pour ne citer que. Et d'autres structures médico-sociales comme l'EXAPA et les CARUD, avec qui on a un programme de recherche en cours et à venir. Donc notre équipe mobile, voilà, ce qui est finalement, on reprend les éléments de l'arrêté que l'on a mis en place, qui est transdisciplinaire, avec le médecin, l'infirmier, l'assistant social, qui sort hors les murs, vraiment, qui a pour but vraiment d'essayer d'aller vers les populations qui n'ont pas accès à la santé, qui n'ont pas accès au dépistage, ces populations en précarité, en migration, détenues. Alors on ne cible pas spécifiquement les usagers de substances psychoactives, parce que pour nous, en tant que centre expert, on estime que l'EXAPA et les CARUD de notre territoire font déjà le travail, et que du coup on vient en complémentarité sur ces populations qui, pour le coup, encore il y a quelques années, n'avaient pas de cadre, de structure qui pouvait aller vers eux dans ces conditions-là pour du dépistage, avec TROD, Fibroscan notamment. L'idée, c'est de les intégrer, les réintégrer dans un parcours de soins coordonnés, voilà, renforcer le maillage territorial. Donc beaucoup de lieux d'intervention, et puis un véhicule sanitaire que
on a commandé et qu'on devrait avoir en 2022. Voilà, ça met toujours plus de temps quand on est dans un centre hospitalier que quand on est dans l'associatif. Donc, on pourrait résumer à cette slide un peu une organisation sanitaire autour des hépatites virales et des maladies du foie en Alsace. Voilà, donc c'était le programme Convergence. Du coup, 2 programmes Convergence que l'on a fait, on a accueilli 2 fois 20 personnes pour partager nos expériences, comme l'a dit André-Jean, et qui leur a permis du coup de développer des choses chez eux. Vite fait, notre programme de recherche FibroScan, qui est fini à l'heure actuelle, 2012-2020, qu'on a mis en place avec l'ensemble des structures d'Addicto, près de 4000 patients inclus, 19 dispositifs centres de soins, 5 FibroScan mobiles et 60 médecins. Ça a permis d'aboutir à la première cascade de soins en Europe chez les UD, en comparant vraiment l'amplitude entre l'accès au traitement et à la guérison, entre l'interféron et les antiviraux action directe. Et du coup, on a fini ce programme FibroScan voilà, en 2020, mais on est reparti sur un nouveau programme sur 5 ans, même je pourrais dire sur 10 ans, avec un fort soutien de l'ARS qui vient d'être concrétisé il y a, je peux le dire maintenant, il y a 3 jours. On vient d'avoir le soutien de l'ARS sur ce programme, sur les au moins 3-4 ans qui arrivent. Donc on est très content, on va enfin pouvoir se relancer et couvrir l'ensemble des maladies du foie, et avec de nouveaux outils, et avec des outils performants et de dernière génération. Voilà, on a aussi un diplôme interuniversitaire si ça vous intéresse, coordonné avec Nancy. Hop, c'est fini, j'ai fait mes 5 minutes. Merci Frédéric, on va essayer de tenir les temps. Alors, petite précision d'abord. Voilà, je travaille et vis à Perpignan, non pas à Montpellier comme indiqué par erreur sur le programme et sur le site. Je ne voudrais pas que ça m'attire des ennuis. Hein, je n'ai pas déménagé. Voilà, ça c'est mes conflits d'intérêts. Voilà, donc l'équipe mobile hépatite de Centre hospitalier de Perpignan existe depuis juillet 2013. On cible les populations vulnérables, donc essentiellement usagers de drogue et anciens usagers de drogue, patients psychiatriques, détenus et ex-détenus, migrants et SDF. Nos partenaires, là je ne vais pas être très original par rapport à ce que vient de présenter Frédéric. Donc ça concerne l'ensemble des services hospitaliers parce qu'il faut toujours balayer devant sa porte pour commencer. Et on a notamment un programme Hôpital Zéro Hépatite qui montre qu'on a pu améliorer les choses même au sein de notre établissement, toutes les associations, les services extra-hospitaliers, puisque dans le département on a deux XAPA, un associatif, un dépendant de l'hôpital psychiatrique. Donc aussi toutes les structures qui dépendent de l'hôpital psychiatrique et les services et les associations communautaires, mais aussi toutes celles qui travaillent dans le champ de la précarité, que ce soit dans l'alimentation ou le logement, qui sont nos partenaires depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est l'ensemble des services qu'on propose. En bleu, c'est l'ensemble des services, on va dire, de base. Le fil vert, c'est notre camping-car qu'on a depuis 2014, et c'est vrai que ça sert. Donc, tu verras la différence pour aller dans les zones blanches, que ce soit géographique ou sociale. C'est pratique parce que toutes les associations n'ont pas forcément un local, et quand elles ont un local, elles n'ont pas forcément un local avec un point d'eau et qui permet la confidentialité. Donc les TROD, le CFED, l'éducation thérapeutique, les FibroScan. Des programmes spécifiques à des lieux. On a un programme prison zéro hépatite et hôpital zéro hépatite. On commence à avoir des programmes autour de les maladies métaboliques, notamment un programme avec un éducateur sportif. Et en jaune, c'est sur les points sur lesquels on réfléchit. J'insisterai sur la partie en bas à droite. En violet, toutes les actions qu'on mène au niveau de l'hôpital psychiatrique et de ses dépendances CMP ou hôpital de jour, que ce soit pour le dépistage des hépatites virales, le dépistage de la fibrose à l'utilisation du FIB4 et un programme sur la recontamination qui s'appelle Vulnapsy. Nos outils, donc effectivement, depuis 2013, on a accumulé quand même pas mal de matériel. Heureusement, il n'y a pas grand-chose pour l'instant qui est tombé en panne. Donc on a 2 voitures, un utilitaire et un camping-car, 3 FibroScan mobiles, les TROD et la machine CFED expert qui permettent la mesure de la charge virale C en 50 minutes. Donc la cascade de prise en charge, on a vu plus de 7000 personnes, 7500 TROD,
3300 fibroscans et notre fil actif depuis 2013, c'est 19% de patients ayant une sérologie positive, ce qui correspond à 917 patients avec un ARN positif. On a pu débuter 817 traitements et on a 92% de guérison si on exclut les perdus de vue et les quelques patients réinfectés. C'est justement un de nos défis des années à venir de travailler sur la réinfection. Elle n'est pas fréquente, mais elle concerne toujours le même profil de patients et c'est pour ça qu'on a une étude avec un sociologue sur un sociopsychologue sur cette thématique. Voilà, et donc j'ai ma jolie diapo aussi, donc, qui montre partenaires, outils, et l'ensemble de nos prestations, je ne les ai pas détaillées, mais elles sont vraiment à la carte, et toute action avec un nouveau partenaire repose d'abord sur un diagnostic des besoins. Il ne s'agit pas d'arriver avec notre pack complet, vous prenez tout ou rien. On s'adapte à ce qui est déjà fait, ce qui est adaptable ou pas, réalisable dans la structure. Et souvent, on y passe quelques jours en immersion pour voir comment les gens travaillent et ce qu'on peut leur apporter. Je vous remercie. Rebonjour. Juste une petite précision. Habituellement, je m'abstiens en tant qu'organisateur de participer aux sessions scientifiques. Mais là, c'est une exception parce que je crois que on nous a demandé de parler de l'expérience de Bissia, qui a reçu donc Convergence comme d'autres villes l'ont fait, comme d'autres centres l'ont fait, et je pensais que cette expérience était assez singulière et peut-être sinon exemplaire. Mais bon, ça c'est... donc, on démarre rapidement. Voilà le... Ah non, alors là c'est rien. Voilà. Bon. Oui, très rapidement, je ne vais pas m'étendre sur l'histoire, mais elle est importante. Le Bissia procède d'un XAPA qui a été fondé en tant que programme méthadone en 1994 par Médecins du Monde, dans un contexte que tout le monde connaît. Et donc, l'identité de ce XAPA, qui donc a succédé au centre méthadone, est très liée au mouvement de la réduction des risques, et de façon assez militante. D'autre part, après l'ouverture, rapidement, l'entrée en traitement des patients a été marquée par les problèmes du VIH. Et puis, en 96, donc, avec les trithérapies, la problématique, donc la comorbidité VIH chez nos patients est devenue beaucoup moins prégnante. Et là sont apparues donc les hépatites. Et des patients, c'était souvent des co-infectés, eh bien, ont commencé de mourir d'hépatite. Un autre événement fondateur pour nous, c'est un voyage congrès qu'on avait fait au Vietnam et où j'ai eu l'occasion de rencontrer, pendant la promenade qui était prévue par le congrès sur la baie d'Along, Thierry Poinard. Donc tout le monde connaît, je pense, enfin, qui est maintenant retraité, qui était à l'époque professeur à la Salpêtrière et qui m'a dit, écoute, d'abord, bon, enfin, n'écoute pas systématiquement les hépatos. Il faut d'abord, parce qu'à l'époque, on récusait ceux qui avaient une consommation d'alcool. Il dit, oh, hépatopathie alcoolique, oui. Consommation d'alcool, non. Contre-indication psychiatrique, donc c'est pas... c'est vous qui pouvez le voir, enfin, etc. Et donc, il faut se battre, et donc, il faut traiter. Donc, à l'époque, c'était un interféron. Et donc, on a commencé. Et on a très vite établi une collaboration avec le service des pathologies de l'hôpital de Bayonne, avec son chef de service de l'époque, Benoît Houy, qui est par là, qui maintenant a passé la main pour devenir président de CME. Mais donc on a eu, et ça c'est tout à fait fondateur dans notre expérience, et donc je crois qu'après tout va découler de cela, ils ont accepté de venir tenir une consultation au XAPA, alors que nous sommes éloignés de 300 mètres, mais il y a un dénivelé, et donc les patients se perdaient en route, et cette consultation a été extrêmement intéressante et utile. Et puis, en 2006, on a installé au XAPA un fibroscan. Il n'y en avait pas sur la côte basque, ni sur le sud des Landes. Les patients devaient aller à Bordeaux, et c'est là que
On nous avait donné l'appareil à expérimenter un petit peu pour peut-être l'intérêt dans un XAPA. Et là, Benoît Houy m'avait dit, si on passe par les voies normales, demander à l'hôpital en voie d'urgence, etc., ou si on laisse il y avait aussi un groupe privé qui avait un projet, mais qui était cher, long. Il me dit, le plus sûr, c'est si on peut trouver par la voie associative une façon de le faire. C'est ce que nous avons fait. Et donc, en collaboration avec le réseau de coordination santé-addiction, RESAPSA, à l'époque, on a acquis un fibroscan qui a été mis à la disposition de tous les hépatologues, publics comme privés, du Pays Basque et du Sud des Landes. Et ça a été très important pour accéder aux soins, pour aussi déstigmatiser les patients usagers de drogue porteurs de l'hépatite C. Donc, le point le plus important, parce qu'en 5 minutes je ne peux pas détailler, mais dans la discussion on pourra, c'est la mise en place d'un binôme infirmière du XAPA, notre infirmière hépatologue, Evelyne Bidard en l'occurrence, avec donc les hépatologues Benoît Houy, maintenant Franck Audemars. Et donc, cette infirmière prépare en amont de la consultation mensuelle de l'hépatologue le patient, donc le dépistage, les bilans, évoque les traitements, bien sûr, mais l'accent sur et donne des outils de réduction des risques pour éviter les transmissions, les co-infections, les recontaminations ultérieures. C'est un problème, on ne parle pas toujours, mais qui est tout à fait important. Voilà, donc j'ai les 5 minutes. Et ce binôme est tout à fait crucial pour permettre un accès très, très facile. Et donc, le bilan, c'est qu'on a traité depuis 2007, donc plus de 114 patients. Ces dernières années, on n'a plus de patients traités, enfin on en a une vingtaine, 9 patients traités en 2020, 11 les oïdes, 11 en 2019, 20 en 2018, il y en a eu plus dans les années précédentes, mais là on a un petit peu asséché dans notre patientèle. Donc le seul problème qui reste maintenant, c'est que nous restions très mobilisés pour aller chercher, c'est plus pour les traiter, puisque comme disait Christian Trépeau, le traitement maintenant c'est devenu enfantin, mais c'est d'aller chercher les patients positifs. Et donc là, toute l'équipe qui est d'ailleurs issue de Médecins du Monde et qui est coordonnée par Cyril Olaizola, qui est ici présent, l'équipe de réduction des risques qui va par l'outreach avec nos antennes mobiles au-devant des précaires, pour essayer de dépister ceux qui pourraient encore l'être chez les migrants ou ailleurs. Voilà, je vous remercie. Et j'aurais beaucoup de choses à vous dire aussi, mais peut-être dans la discussion. En tout cas, et puis merci d'être venu à THS. Bonjour, Joachim Lévy, je suis le directeur de l'association Nouvelle Aube, une action qu'on a créée en 2010. Et nous sommes un travail de rue pour la ville de Marseille. Nous sommes aussi un groupe d'usagers, on appelle ça travailleurs pairs, autosupport, pour la ville de Marseille. Je vais vous présenter cette action et aussi l'intérêt des rencontres Convergence qui nous ont permis de rencontrer des partenaires exemplaires et qui nous ont beaucoup inspirés pour le développement de nos actions présentes et à venir. On s'adresse essentiellement à des personnes en très grande précarité qui vivent en habitat précaire avec des problématiques de santé, notamment les maladies chroniques. Et nous travaillons aussi beaucoup avec des jeunes adultes, d'où la difficulté qu'ils vont pouvoir... en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas de ressources, à moins de 25 ans, pas de ressources, donc beaucoup de difficultés à vivre en rue. Nos pôles d'activité, c'est le travail de rue, c'est notre spécialité. On travaille sur à peu près 26 points de rencontre sur la ville de Marseille pour rencontrer le plus vite possible des personnes de grande précarité et construire avec eux et avec le réseau, puisque nous travaillons avec tous les CARUD, les XAPA, les services hospitaliers, les parcours complexes d'accompagnement aux droits et aux soins et les accompagnements sur les lieux de vie précaires. Nous avons eu le temps de développer nos actions et notamment des actions de démarche communautaire qui nous ont permis de rentrer davantage sur la qualité du suivi et des accompagnements.
On travaille sur des lieux de vie précaires, donc notamment des squats. On a 4 catégories que je ne développerai pas aujourd'hui, mais en tout cas qui nous permettent de suivre au mieux les personnes directement sur leur lieu de vie et de les accompagner sur leur parcours complexe et comme on va le voir, notamment sur l'accompagnement des maladies chroniques. Marseille est un très grand terrain de jeu et on partage ce terrain de jeu avec l'ensemble de nos partenaires. Ici sont notées nos zones sur l'extrême centre, notamment le travail de rue et les lieux de vie sur lesquels nous intervenons. On a développé l'accès au logement, notamment via le projet Un chez soi ou l'accès direct au logement. Et nous avons eu l'opportunité, la ville de Marseille nous a mis à disposition une auberge de jeunesse pour mettre à l'abri 30 femmes, 30 enfants victimes de très grandes violences ou de grande précarité. Nous développons nos projets actuellement sur les départements limitrophes, notamment le 13, le 83, le 84 et le 04, ce qui augmente encore notre terrain de jeu, très passionnant. Et nous sommes en train de développer le partenariat sur l'ensemble de ces territoires. Et nous allons amener nos capacités, notamment de dépistage, directement auprès des populations suivies sur ces différents lieux. Nous sommes habilités au niveau de la structure et notre personnel est formé pour faire réaliser les TROD VIH, VHC, VHB désormais. Notre équipe comprend des travailleurs pairs, une infirmière et une assistante sociale. Évidemment, on a passé le Covid comme tout le monde et comme vous avez pu le remarquer, à un moment donné, on ne pouvait même plus réaliser de TROD. Dès que ça nous a été permis, on a pu se relancer, notamment grâce au soutien de nos partenaires et bien sûr de Gilead, qui nous a permis de monter notre projet d'unité mobile. On s'est très largement inspiré du projet de Perpignan, notre ami André Jean-Rémy, que nous sommes allés visiter à de nombreuses reprises, notamment grâce à Convergence. Et c'est un projet qui nous a beaucoup appris dans la manière de mener une action mobile, de rencontrer les populations et de proposer un service depuis la découverte de la séropositivité jusqu'au soin total. Donc c'est un projet partenarial avec l'hôpital européen. Je remercie Marc Bourlière, qu'on voit ici sur la photo, qui nous a largement accompagnés, et de l'hôpital Saint-Joseph, et les laboratoires Alphabio, qui nous mettent à disposition donc une préleveuse qui nous permet d'avoir un projet complet depuis les TROD, le prélèvement sanguin, et par la suite, si besoin, le suivi directement avec notre partenaire de l'hôpital européen. Pour faire un bref récap, et comme la présentation est assez courte, nous avons, grâce au dispositif FibroScan, nous avons rencontré 75 personnes. Nous avons fait 4 parcours VHC complets qui, sur l'année, nous a permis de faire 8 parcours complets de traitement VHC de A à Z, depuis la découverte en rue jusqu'au traitement et à l'accompagnement de ces traitements directement sur les lieux de vie des personnes que nous accompagnons. J'en profite pour vous présenter la revue Sang d'encre, qui est une revue participative financée par l'ARS, qui nous permet de relier la parole des usagers, mais aussi des chercheurs et des travailleurs sociaux. C'est une revue gratuite, je vous la conseille. Voilà. Voilà, on va garder ça, cette jolie diapo. Donc, merci à tous les orateurs d'avoir respecté le temps de parole. C'est toujours difficile de faire court, mais on tenait à ce qu'il y ait du temps pour les questions et les échanges. Donc, qui se lance? Il y a des micros pour ceux qui... Ah, Monsieur Assela. Merci de lancer la première question, c'est toujours la plus difficile. Merci à tout ce partage d'expérience, c'est très intéressant. J'ai une petite question sur comment le Covid finalement a impacté toutes vos activités et comment vous relancez tout et qu'est-ce que finalement vous avez retenu ou appris de cette période difficile. Vas-y, comme tu veux. C'est vrai que le Covid a bloqué un certain nombre de choses. Nous, il a fait beaucoup de mal, notamment à notre programme FibroScan. Effectivement, il fallait pouvoir protéger les usagers était très important pour nous. Donc, ça, on a été bloqué. Comme tu l'as dit, Joachim, on a
pas pu faire des TROD effectivement. La DGS avait bloqué pour les associations et aussi la possibilité de faire des TROD, donc c'était compliqué. On aurait pu, mais après à nos risques et périls. Donc, mais là, c'est bien reparti. Là, je pense qu'on est sur une pente vraiment où à tous les niveaux, tout le monde s'ouvre vraiment au dépistage et à la prise en soin. Je ne sais pas dans d'autres. Jean-Pierre. Oui, rappelez que alors nous avons fait un effort important de se maintenir ouvert totalement en présentiel, tant au XAPA qu'au CARUD, parce qu'on s'est retrouvé avec une population pendant le confinement, puisque les gens étaient confinés chez eux, les gens à la rue, ils étaient confinés chez eux dans la rue. Et donc, les toilettes publiques étaient fermées, enfin, etc. Donc, ils n'avaient plus, dans d'autres cas, enfin, bref, ils avaient des difficultés à accéder à l'hygiène élémentaire. Et donc, on a même augmenté notre activité à ce moment-là. Et on a maintenu donc le testing et même dès qu'on a eu des TROD Covid, on les a aussi associés pour avoir une idée. C'était d'abord pour avoir une idée par rapport au personnel, parce que lors de la première vague qui, chez nous ici en Pays-Bas, ça n'a pas été le cas récemment, mais la première vague, on disait c'est le co-vide. Il n'y avait rien, c'est passé à côté, mais on était confinés comme tout le monde pour ne pas rendre jaloux d'autres régions de France. Bon, c'est un problème d'ailleurs, mais enfin, c'est comme ça. Mais tout le monde était mort de peur et beaucoup de professionnels de santé ont tiré le rideau ou alors ont maintenu quelque chose en visio par téléphone, aller faire marcher un CARUD, et l'échange de seringues, enfin, et du testing. Par visio, vous allez me dire comment faire. Bon, eh bien, on a réussi à maintenir. Entre parenthèses, maintenant, à l'issue donc de tout cela, toute notre équipe, une cinquantaine de personnes, tout le monde est vacciné. Et pendant ces périodes-là, on n'a eu aucun personnel, tout le monde s'est maintenu au travail, personne n'a été contaminé, sauf une de nos médecins, mais récemment, alors qu'elle avait une double vaccination, et elle a eu une forme extrêmement atténuée. Voilà. Donc, mais c'est important de rappeler que, surtout lors du premier confinement, l'accès aux soins et des usagers a été quand même été très hétérogène sur le territoire et globalement assez déficitaire, je crois. Oui. Ben, en ce qui nous concerne, on savait déjà que Marseille était un millefeuille de précarité et au fait, c'est vrai que le Covid a révélé des feuilles dont on n'avait même pas, qu'on n'avait pas soupçonné. Et effectivement, le fait que certains projets aient limité l'accès, notamment pour l'accès aux droits en santé mentale, au suivi de santé mentale, au suivi addiction, que les projets étaient plus difficilement atteignables, ça a intensifié très largement notre travail de rue. Et ça nous a permis de nous poser aussi des questions quant à notre intervention, à la mobilisation des publics et à la valorisation aussi du bénévolat. Ça nous a beaucoup fait réfléchir et ça nous a fait faire un grand pas. Et on a eu aussi l'inquiétude que le fait que les gens aient moins accès au matériel stérile et aux conseils amplifie les problématiques liées au VIH ou au VHC. Et c'est pour ça que dès qu'on a pu, on a relancé le plus vite possible les dépistages et qu'on a enfin relancé l'action FibroScan-TROD pour accompagner au mieux ces problématiques. Sur Perpignan, on a craint plus que subi la première vague, donc on a fermé le 17 mars comme quasiment tout l'hôpital, mais uniquement pendant 4 semaines. On faisait juste des permanences téléphoniques, mais on a rouvert les activités extérieures mi-avril 2020. Le handicap qu'on a eu, c'est que beaucoup de nos structures partenaires ont mis des mois et des mois à retrouver une activité normale, certaines ayant retrouvé une activité normale qu'en septembre, pour à nouveau se confiner en octobre. Donc c'était plus par rapport au partenariat qu'on a été limité en 2020, mais pas pour le dépistage, on va dire, de rue. Oui, donc juste pour ajouter que nous, on a été bloqués par l'hôpital et qu'on n'a plus pu sortir, malheureusement. Et voilà, ça a limité l'activité. Dès qu'on a pu, effectivement, les partenaires étaient un peu frileux, mais on a réussi à les convaincre. Sans compter que, comme dans beaucoup d'hôpitaux, les équipes mobiles, les consultations, etc., ça a servi de variable d'ajustement pour le personnel et une partie de notre équipe a été affectée pour renforcer les unités Covid.
Alors, je ne sais pas si je donne la parole à Tariq, parce que tu as déjà utilisé ton tour. Il y a Béatrice qui veut parler. Est-ce qu'on peut lui faire passer un micro, s'il vous plaît? Il y a un micro, il y a une question là. Ah, alors sinon il y a l'autre. Qui a un micro? Allez-y. Voilà, d'abord. Allez-y. Et on fera passer après à Béatrice. Bonjour, merci. Je suis Dr Ernest Soutois, au ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. Je suis vraiment intéressé surtout par l'expérience de nos collègues de Perpignan et puis un petit peu avec Jean-Michel. En fait, je dirige le programme national de lutte contre les addictions, tabac, alcool et toxicomanie. Et dans la prise en charge des usagers de drogue, il était intéressant que sur place, l'usager de drogue précaire soit pris en charge un peu comme ce que vous êtes en train de faire. Et donc, en termes de VIH, pris en charge de VIH, tuberculose et autres. Mais j'avais un peu plus de difficultés par rapport à l'hépatite virale. Et là, vous venez de me dire que cela peut être très bien géré par un médecin généraliste. C'est vraiment intéressant et je voulais en savoir un peu plus. Et puis aussi, en termes de outreach, ce que Jean-Michel a dit, et au passage, je lui dis merci pour m'avoir invité à ce séminaire. Et un peu outreach, un peu comment j'avais un peu de désappréhension par rapport à la manipulation au niveau de la prise en charge. Donc, c'est cette expérience-là un peu que je voulais un peu ce que vous développez. Merci. Alors, je vais répondre à la question sur l'hépatite C. L'hépatite C est une pathologie qui se prête à une prise en charge concentrée. On a mis en place, je n'ai pas détaillé parce qu'effectivement, il faut les faire court, donc des sessions test to treat sur une demi-journée, 4-5 heures, où pour un patient, il y a une sérologie positive et des droits sociaux valides, de base, hein, pas forcément même la CMU ou la LD. On peut, en 5 heures, faire la charge virale en temps réel, le fibroscan, le bilan éducatif, un peu de réduction des risques, et mettre en place un traitement. Faire l'ordonnance et que le patient aille le chercher dès la fin de la session. Donc ça, c'est un programme pilote dans le cadre de ce qu'on appelle en France l'article 51, donc visant à créer un forfait pour ce type de prise en charge un peu innovatrice, enfin, beaucoup innovatrice. Donc pour ceux que ça intéresse, l'évaluation est en cours et on aura les résultats en fin d'année, début 2022 au plus tard. Il y avait une partie de la question pour toi? Moi? Non. Donc, Béatrice Boule de Marseille. Jo, tu aurais pu rajouter pour Marseille qu'on a aussi eu, parce que ça intéressait à la question précédente, une étude qui s'appelait Covid Homeless, INSERM, APHM, Médecins du Monde et les associations, et qui a été un désir qu'on a eu de répondre qualitativement et quantitativement à la question précédente. Ma question, alors je ne sais pas, c'est plutôt une interpellation, parce que je ne sais pas comment on peut y répondre, c'est que de tous côtés, effectivement, on voit des initiatives, généralement à partir de structures de réduction des risques pour faire du travail de proximité, soit en relais avec l'hôpital, soit des unités complètes qui peuvent aller jusqu'au traitement. Jean-Pierre parlait d'assécher... Sauf que plus on va en proximité, plus on tombe sur des gens qui sont sans droit et pour lesquels il n'y aura pas de solution de traitement. Donc je pense qu'on va arriver à un moment, et je crois qu'il faut anticiper et véritablement interpeller les tutelles. On ne peut pas, on peut pas soigner que les Français, on ne peut pas imaginer que... Voilà, et si on veut en finir avec l'hépatite C, il faut véritablement qu'on trouve une solution qui concerne des personnes qui sont concernés, voilà, et qui ne peuvent pas accéder aux soins. D'ailleurs même, on va se poser des questions éthiques. Est-ce que c'est vraiment aller tester des personnes, leur dire qu'elles ont une maladie potentiellement mortelle? On a déjà connu ça, on va le refaire, mais qu'on ne peut pas les soigner. Que faire? Et je veux dire que là, il faudrait véritablement que des congrès tels que les nôtres, que des associations auxquelles nous appartiennent, on se mobilise pour trouver une solution pour soigner tout le monde. Ce qui apparaît peut-être pas dans nos présentations, mais l'ensemble de nos équipes, des expériences qui ont été présentées, il y a toujours, et moi j'ai tenu même
depuis le début, il y a toujours du temps social. Hein. On a tous dans nos équipes des assistants ou des assistantes sociales. Les droits, sauf réforme à venir de l'AME, qui est dans beaucoup des programmes des futurs présidentiables, je ne dis pas qu'on arrive tout le temps, mais quand même on y arrive, sauf le cas très particulier, enfin le cas particulier des ressortissants de l'Union européenne, qui sont beaucoup plus difficiles finalement. Je pense que tout le monde a cette expérience. Il est plus facile d'avoir l'AME pour un Ukrainien que d'avoir des droits pour un Lituanien, hein, parce qu'il faut interroger le pays, etc. Mais parce qu'il faut, en tout cas pour traiter l'hépatite C, ce qu'il faut, c'est les droits de base. Il ne faut pas de mutuelle, les traitements sont pris en charge à 100% sur les droits de base. Il n'y a pas besoin de la CMU, il n'y a pas besoin de l'ALD. Donc des fois c'est un petit peu long, il y a le problème de résidence sur le territoire, il y a toujours le papier qui manque, etc. Après, les expériences sont différentes selon le CPAM. Je suis d'accord. Oui, mais je suis d'accord que ça fait partie des choses qui sont très territoire dépendants. Je pourrais en discuter à d'autres occasions avec des collègues d'autres CPAM. Il y a effectivement, c'est de la même façon que, je vais prendre un autre exemple, la prise en charge des antiviraux en hôpital psychiatrique. Actuellement, c'est le budget global. Ça fait des années que la Fédération Addiction, la FEF se battent pour que l'État sorte une circulaire copier-coller de celle du 29 avril 2015 sur la prise en charge des antiviraux directs en milieu pénitentiaire, pour que les malades hospitalisés, notamment au long cours en milieu psychiatrique, puissent bénéficier d'un traitement antiviral qui soit en rétrocession et pris en charge par les CPAM. Donc ça fait des années que ça traîne. Résultat, grâce à des lobbying locaux, il y a des ARS, l'Occitanie vient de rejoindre ce mouvement, qui acceptent sur un budget ARS de prendre en charge les antiviraux en milieu psychiatrique. C'est bien pour les malades d'Occitanie, mais ce n'est pas une solution. Il y a encore pas mal de choses à améliorer, il y a des petits détails, c'est clair, hein, c'est des petits détails qui font beaucoup au final, mais il faut qu'on travaille l'aspect le traitement en psy, ça fait plus de 6 ans qu'on travaille dessus et on l'a toujours pas, c'est dingue, et vous avez raison, il y a des gens en très grande précarité, il faut qu'on se resserre les coudes et qu'on se mette tous ensemble autour de la table avec les associations, avec SOS Hépatite, pour pouvoir trouver des solutions, pour que plus personne ne puisse aujourd'hui ne plus avoir accès à un traitement de l'hépatite C, quoi. Alors là... Oui, merci beaucoup pour vos présentations. Lise Meunier de Belgique, j'avais 2 questions adressées donc, à nos collègues de Marseille. On est très intéressés par voilà, l'expérience des pairs. Comment les pairs sont impliqués et à quel niveau ils interviennent dans le programme concernant l'hépatite C. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était plutôt pour vous tous, comment vous utilisez le CEFED GenExpert? Est-ce que les cassettes sont remboursées par la sécurité sociale ou pas? Est-ce que c'est un financement privé? Est-ce que vous faites vraiment du test and treat, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a plus de prise de sang après le CEFED? Comment vous gérez l'annonce diagnostique? Est-ce que c'est non médicalisé pour l'annonce diagnostique du CEFED GenExpert? Merci. Alors, tu peux répondre d'abord? Ok. C'est-à-dire que, déjà, pour être bien clair, on est un groupe d'autosupport à 100%, de nord au sud, d'est en ouest et en travers. Ça veut dire que le travail à pair est présent sur tous les aspects de notre action. Et nous sommes tous, en quelque sorte, des travailleurs pairs, y compris, j'ai envie de dire, l'assistante sociale et l'infirmière. Premier élément. Donc, c'est une démonstration qu'on a faite depuis 11 ans, de montrer qu'on pouvait être fiable et travailleur pair. C'était pas si facile, manifestement, et il a fallu, évidemment, faire une démonstration, notamment à l'ARS, qui a été très attentif, l'ARS PACA, et qui a validé notre expérimentation. Donc, il s'inclut dans l'équipe à tous les moments de l'action, notamment sur le dépistage, parce qu'ils sont facilitateurs sur l'inclusion des personnes sur les parcours de santé et qui vont nous permettre justement d'en assurer le suivi en lien avec tous les partenaires. Et voilà. Et pour le rendu de résultat, effectivement, dans l'expérimentation, c'est du test and treat. S'il y a une consultation par visio, il n'y a pas de confirmation, puisqu'en fait, le dosage par
la charge virale par le GeneXpert est un dosage qui... Alors, on a sorti toutes les garanties, hein, c'est-à-dire qu'on a certifié, on a procédé selon la méthodologie ISO machin chose, là. Hein. C'est pas moi qui l'ai fait dans l'équipe parce que je n'y connais pas grand-chose, mais ça nous a pris 6 mois en période Covid, c'était pas gagné. Donc on est certifié, tous les résultats sont validés ensuite en différé par le laboratoire. La seule chose, c'est que le laboratoire il valide un positif-négatif, alors que l'appareil rend une valeur numérique, mais bon, c'est pas grave, ça change rien. Donc on est blindé. Alors ce n'est pas remboursé, c'est dans l'expérience. Dans mon projet, c'est un projet article 51, donc c'est de l'argent d'État, et ça va aboutir, j'espère, si l'évaluation est positive, à un forfait. Il y aura un forfait de prise en charge des patients ayant une sérologie positive sous la forme de test on treat, qu'il soit d'ailleurs positif ou négatif. Voilà, donc évidemment, la question maintenant, ça va être que le forfait soit le plus élevé possible, puisqu'on y mettra la consultation médicale, le fibroscan, la vie infirmier, la vie sociale, j'ai rien oublié, le fibroscan et le CEFED. Voilà. Et puis un petit peu pour que ça soit rentable, entre guillemets, puisque la plupart de ces projets article 51 visent à mettre en place des forfaits par patient. Donc rendez-vous en janvier pour savoir si on a gagné et permis de... Voilà, c'est... Après, parce que pour justifier ensuite d'un centre hospitalier ou d'une structure associative de l'achat d'un GeneXpert, qui le premier modèle à 2 cassettes, c'est 22 000 €, plus 36 € par cassette, plus 1 500 ou 2 000 € d'entretien par an, parce que il y a si vous tapez enquête GeneXpert AFEF 2021, vous trouverez les résultats d'une enquête de la Fédération des pôles et réseaux sur la pratique du CEFED en France, auquel quasiment toutes les structures qui avaient un CEFED ont participé. C'est le Far West. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait acheter une machine GeneXpert comme vous achetiez un paquet de sucre. Maintenant, ils refusent de vous le vendre si vous n'avez pas un protocole signé avec un laboratoire. Donc, il y a un contrôle qualité. C'est des appareils qui sont relativement fragiles, même s'ils sont mobiles. Et il y a un certain nombre d'erreurs et il faut l'entretenir et un référent qualité, etc. et patacoufin. Il y a une question... Non, il n'y a plus de question là-bas. Madame... Bon, tant pis, allez, un et deux. Je commence ? Oui, allez-y. Hélène, médecin en XAPA en Ile-de-France, secteur rural ou semi-rural. On a de vrais problèmes pour avoir des fibroscans. J'étais partie sur des acti-tests, fibrotests, et des problématiques avec aussi la CPAM par rapport à des personnes qui ont des droits, alors droits communs, mais CMU, etc., non en cours, etc. Par rapport au fibroscan, acti-test, fibrotest, est-ce valide ou pas? Et voilà. Oui, c'est dans les recommandations de la FEF, hein, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. L'avantage du fibroscan, c'est le résultat immédiat et pas de prélèvement veineux, mais si vous avez que l'acti-test fibrotest, il n'y a pas de souci, c'est remboursé. Actuellement, les indications de remboursement du fibrotest, c'est 1 fois par an pour l'hépatite B et l'hépatite C. Dans le diagnostic initial, je crois, c'est ça? Et dans le suivi. Et dans le suivi. Et dans le suivi. Et de l'hépatite C non traitée. Oui. Il y avait une question là. Non, il y avait derrière, il y a quelqu'un qui... Monsieur, et après... Bon. Non, mais parce que cette dame, ça fait 3 fois qu'elle... Je vous en prie, madame. Non, juste Daniel Bader, président de la coordination nationale des réseaux de microstructures médicales. Je pense qu'il est extrêmement important de ne pas oublier la médecine de ville dans tout ce qu'on met en place par rapport au dépistage et aux soins des hépatites, qu'il y a vraiment lieu de favoriser, dès que c'est possible, l'articulation SAPA, antenne mobile comme celle que vous avez mise en place à Perpignan, voire qu'à Rude, parce que quand on peut mettre à disposition, par exemple, et Frédéric pourra peut-être en parler sur ce qui s'est fait sur Grand Est, un fibroscan en cabinet de médecine de ville et former les médecins à leur utilisation, je peux vous dire qu'on a des résultats extrêmement intéressants. Beaucoup de patients qui bénéficient d'un TSO sont suivis en ville et il faut vraiment qu'on facilite les articulations entre
médico-social, ville et dispositif de père aidant également. Je crois que c'est extrêmement important. Tout à fait d'accord. L'expérience de l'Alsace est exemplaire à ce niveau-là et malheureusement, on n'a pas encore suffisamment de médecins qui aient le temps de faire ça. On fait, nous, des sessions de testosterone dans certains cabinets de médecine générale. Le problème, c'est que, comme dans beaucoup de régions, le solde est très négatif en termes de nombre, entre le départ à la retraite des médecins et arrivée. Donc, et ceux qui restent, forcément, reprennent la clientèle de ceux qui sont partis. Donc, c'est une solution qui est intéressante, mais malheureusement un peu chronophage. Et ça serait l'idéal, effectivement. Peut-être que l'idéal serait peut-être aussi que dans des maisons de santé pluridisciplinaires, où exercent notamment des infirmiers qui fassent le fibroscan. C'est toute la discussion qu'on a au sein de la communauté pathologique autour de l'utilisation du FIB4, qui est un marqueur gratuit de dépistage de la maladie fibrosante du foie, mais qui donne des excès de faux positifs et qui nécessiterait un fibroscan. Après, on peut imaginer effectivement dans une maison médicale pluriprofessionnelle, d'avoir un fibroscan réalisé soit par un médecin, soit par un infirmier. Oui. Ça sera d'autant plus facilité qu'une fois que l'HAS puis la CNAM auront autorisé le remboursement du fibroscan, parce que pour l'instant, il n'est que pour les hépatites B et C. Ouais. L'HAS a promis un rendu décision en octobre. On est le 20, on espère, il reste 11 jours, sur les maladies stéatosiques du foie, c'est-à-dire maladies métaboliques et alcool. Et ça permettra de rentabiliser largement un fibroscan et de permettre à beaucoup de structures ou de centres hospitaliers, de structures associatives ou de centres hospitaliers d'en acquérir un. Parce qu'effectivement, à 31,29 € multiplié par la file active, vous avez le temps et vous pourrez discuter avec votre financier le temps nécessaire à l'amortissement du fibroscan. Et à la différence du gène expert, c'est que le seul consommable qu'il y a, c'est le gel déco, donc ça, c'est pas trop cher. Mais juste une précision, on a expérimenté ça au niveau microstructure dans certaines MSP. Vous mettez un fibroscan 1 mois à disposition d'un médecin formé, il fait 200 fibroscans. Vous voyez, il faut sensibiliser chacun de notre place, ceux des médecins qui y sont intéressés, mais quand ça marche, c'est vraiment intéressant. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, sur les 200, parce qu'effectivement, c'est comme tout acte, on le fait bien si on en fait beaucoup. À titre d'exemple, le seul chiffre qui soit noté actuellement, c'est le chiffre minimum de fibroscan à faire par un infirmier dans le cadre du protocole de coopération interprofessionnelle. Pour que le protocole soit validé d'une année sur l'autre, il faut en faire 70 par an. Donc c'est important d'avoir ce label qualité en fait pour le rendu aux patients, et c'est un minimum par an que devrait faire chaque infirmier qui fait dans un protocole de délégation de tâches nombre de fibroscan. Merci Daniel d'avoir souligné pour les études qu'on a fait ensemble sur les microstructures. Effectivement, on en a fait, il y en a encore une en cours, j'en ai pas parlé, et qui concerne même l'ITAC de manière plus globale, mais effectivement on va avoir d'autres données par rapport à ça, et au-delà de l'hépatite C, je pense que c'est toutes les maladies du foie qu'il faut considérer pour la dépistage en médecine générale. C'est pour ça que le FIB4 est déjà le premier outil qui peut permettre déjà de faire, j'aime pas ce mot triage, mais vraiment un premier point pour pouvoir voir qui a besoin d'un fibroscan, parce que les fibroscans, ça ne court pas les rues non plus, même s'il y en a quand même pas mal qui sont délivrés. Je pense qu'il y a encore un travail à faire par rapport à ça, et de formation, parce que c'est bien de faire un fibroscan, mais après il y a toute l'interprétation liée au fibroscan. Il nous reste très peu de temps, donc il y a 3 questions au même endroit, là, sur 3 rangs différents, donc je vais vous demander de faire des questions courtes, et on va s'engager à faire des réponses courtes. Oui, merci pour ce débat et vos actions. Vous êtes chacun, dans vos régions, des acteurs importants pour du travail à long terme, des projets, un dévouement pour la prise en charge des patients, des personnes vulnérables. Et je voudrais, pour les gens qui veulent s'inspirer de vos modèles, la clé un peu du succès, finalement, quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée, que vous avez surmontée? Quel conseil vous devez donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans cette activité, améliorer la prise en charge des personnes vulnérables? Si chacun pouvait dire en une phrase, quel est son conseil qu'il donnerait? Évaluer les besoins, pour moi. Les conseils pour moi, c'est dit évaluer les besoins des structures.
Moi, ça sera ne pas baisser les bras et toujours y croire, parce qu'on peut y réussir. Moi, ça sera simplement la collaboration. Tout existe, simplement, il faut être en synergie. Pour cela, il faut que, et comme individu et comme association, comme structure, il n'y ait pas d'égoïsme institutionnel à vouloir tirer la couverture à soi, ou le territoire à soi. Et donc c'est la collaboration avec l'hôpital, avec la ville, bien entendu. Daniel parlait des microstructures. Avec son aide, là, on a développé ici au Pays Basque une microstructure en Pays Basque intérieur, et on a donc aussi notre antenne mobile à bord de laquelle donc on met maintenant un fibroscan qui se déplace donc auprès tant de la microstructure que de cette ville de Saint-Palais qui est au cœur du Pays Basque. Voilà. Et pour dire, donc, répondre aussi à Béatrice, nous, bien sûr, on va chercher, on a des problèmes avec les migrants. Il y en a beaucoup qui passent par Bayonne, les subsahariens, mais à ce jour, alors le flot n'a pas été très important, mais on n'a pas eu de refus d'AME ni de traitement. On a pu traiter sans problème. Enfin, je veux remercier, notre ARS, qui nous appuie, donc GenExpert, Fibroscan, de Fibroscan, tout ça sur des crédits non reconductibles. Il y a donc les mesures nouvelles qui sont pérennes et les crédits reconductibles. Et donc, on n'a pas de souci pour s'équiper. Donc, après, il faut mettre à l'œuvre. Ok, moi je dirais une bonne cartographie, la mise en place d'un travail d'aller vers, la valorisation du travail communautaire et de bons partenaires. Oui, un petit mot pour compléter. Étienne Caméraire, j'étais addictologue en libéral les dernières années d'exercice. Et donc j'ai collaboré avec les microstructures pendant un certain temps et j'étais un des premiers à pouvoir bénéficier d'un fibroscan au cabinet. C'était il y a très très longtemps. Hein. La question que ce soit chronophage en libéral, c'est pas forcément vrai. Si on s'organise, je veux dire, moi j'ai organisé des demi-journées ou des journées fibroscan et on pouvait en faire 30 par jour au cabinet. Je veux dire, voilà, donc c'est faisable. On peut le faire par demi-journée, mais je pense que si on dispose d'un fibroscan tournant, si des médecins libéraux, qui soient addictologues ou généralistes, ont de grosses files actives de patients en addictologie, c'est tout à fait jouable et organisable. C'est juste ce que je voulais dire. C'est le programme Fibroscan alsacien. On fait tourner les fibroscans dans les différentes structures et en médecine générale. Dernière question. Bonjour tout le monde. Alors Sadia Yacoub, juste un point qui me semble absolument fondamental dans les conseils que vous évoquez, que vous résumez. Il y a l'incitation au dépistage. Ça, c'est un point de départ très important, parce que beaucoup, dans la population générale, ignorent leur statut sérologique, et puis que sur des patients que nous avons en milieu carcéral ou dans les services d'addictologie, il y a toutes les stratégies qui sont mises en place. Alors, nous avons un atelier vendredi après-midi sur ces questions qui est organisé, qui est mis en place par Pascal Melin. Merci. Effectivement, le handicap, c'est que l'HAS a dit pas de dépistage systématique de la population française. Sur l'hépatite C, c'est pas co-efficace. Et c'est vrai que certaines expériences en cours ou déjà passées montrent qu'un dépistage global est peu rentable, qu'il faut alors soit se concentrer sur les facteurs de risque, sachant qu'il y a des études qui ont montré qu'entre le jour du dépistage et le jour du suivi hépato, il y a 30% de facteurs de risque qui réapparaissent. Et l'autre chose, c'est peut-être l'âge pour lequel ça serait un âge à fixer, où ça serait plus coût efficace de dépister l'hépatite C, en tout cas. Mais pour dépister dans les populations vulnérables, dès que vous allez au-devant de ces populations, déjà elles sont contentes que vous ayez vers elles et qu'elles n'aient pas à se déplacer pour aller dans le dépistage et dans le soin. Et quand vous dépistez potentiellement une personne et qu'elle est contente de tout ça, elle va le dire, c'est le bouche à oreille. Et c'est très vrai, ça a été très vrai par le passé chez les UD, mais c'est encore très vrai en termes de précarité. Donc c'est aussi par là. Et si on fait du travail bien fait et que l'usager est content, il le dira et il emmènera tous ses collègues. Quoi. Et dans la continuité de ce qu'a présenté Joachim, je pense qu'au-delà des structures, il y a l'utilisation, au sens positif du terme, des pairs,
Et notamment, je vous invite à lire le poster de Hélène Donadieu-Rigol sur le projet Icône, tout à fait innovant dans les pratiques françaises. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Sinon, j'en remercie encore Gilead pour l'organisation de ce symposium et vous d'être restés, même à jeun. Donc, vous allez pouvoir déjeuner tranquille. Merci pour vos questions, merci à tous, merci à Gilead. Merci aux orateurs.